je suis Jean-François, un curieux et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. Vous avez peut-être été étonné par le titre de cet épisode, le design en santé. Quel peut être donc bien le lien entre le design et le milieu de la santé? C'est aussi la question que nous nous sommes posée avant de rencontrer Marie Coirier, chef de file des designers spécialisés dans le soin, que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui afin de mieux comprendre ce qu'est le design en santé et surtout ce qu'il peut apporter à notre système de soins. Bonjour Marie. Bonjour à tous les deux. Nous sommes également accompagnés, comme à l'accoutumée, du docteur Diane de la Clergerie. Bonjour Diane. Bonjour à tous les deux. Alors avant toute chose, Marie, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter? Tout à fait. Je suis donc Marie Coirier, je suis designer de formation. Je travaille depuis à peu près 15 ans dans les milieux sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Et plus particulièrement, j'ai passé les 8 dernières années au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, où j'ai animé en collaboration un laboratoire de design et d'hospitalité. Alors, comment est-ce qu'on devient designer et en particulier designer en santé? Comment on y arrive? Alors d'abord, le métier de designer, à la base, c'est vraiment un métier de création et de conception. Donc il faut avoir envie de créer, avoir une fibre. Et le milieu de la santé, je l'ai découvert vers la fin de mes études parce que j'avais eu l'occasion de travailler autour de questions liées à la maladie d'Alzheimer. Et en fait, j'ai découvert un monde qui m'a fascinée. J'ai découvert que le design, dans le sens l'attention portée à la qualité des formes, la qualité des espaces, etc., était extrêmement bien reçu par des personnes plus fragiles. Et donc, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, travailler dans les champs de la santé et du médico-social, quand les personnes sont plus fragiles, peuvent être abîmées par des problématiques de santé, ça tombe sous le sens. Donner plus de confort, plus de bien-être, plus de sens, au moment même où on a un accident de vie, on a une rupture dans la vie, les gens ils sont d'autant plus sensibles. Et donc, j'ai eu envie de m'engager dans ces milieux, également parce que je me suis rendu compte qu'en design, on était déjà très nombreux à vouloir travailler dans les champs du luxe, de l'hôtellerie, de la restauration, là où quelque part on rajoute une couche de confort à des situations qui sont déjà très favorables. Donc c'est vraiment à l'origine de mon engagement de souhaiter travailler dans les milieux moins favorisés, dans lesquels les personnes sont d'autant plus réceptives à la qualité sous toutes ses formes. Alors, tu dirais qu'en fait, on peut appliquer du design à peu près tout dans la société alors? D'ailleurs, on trouve du design souvent de manière assez discrète dans des produits de grande consommation. Donc, on ignore qu'ils ont été pensés dans les parcours qu'on peut effectuer dans beaucoup d'espaces publics et privés qu'on fréquente. Donc, le design est déjà très présent dans la société, souvent de façon assez discrète. Après, il y a effectivement des milieux dans lesquels il apparaît peut-être moins évident ou moins prioritaire, et l'hôpital en fait partie. Et toujours sur la définition, quel est selon toi le lien entre le métier de designer et le fameux design thinking dont on entend de plus en plus parler? Je t'avoue, pour moi, c'est pas très clair. Alors c'est normal parce qu'il y a souvent une confusion qui est faite entre les deux. Donc il y a d'une part le métier de designer, donc c'est vraiment une formation bien souvent en 5 ans qui permet d'apprendre vraiment les rudiments de la conception des produits, des espaces, de la communication graphique, avec vraiment à la base aussi l'idée de la créativité qui est très présente. Donc on apprend à donner forme à des idées, à des concepts, et dans le fait de leur donner forme, de les incarner, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans le côté émotionnel, poétique, le choix des matériaux, le dessin des formes, la qualité sensorielle, plastique, etc. Et de l'autre côté, vous avez le design thinking, qui est donc une pratique qui s'inspire des méthodologies du design pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Alors bien souvent, on le retrouve dans le domaine de l'ingénierie, aussi dans le domaine du management. Le design thinking aussi permet de rationaliser le processus de conception, mais au passage, il évacue quelque peu la part subjective qui entre dans l'acte, le processus de création. Donc quelque part, le design thinking, il est allégé de ce qui fait le cœur et aussi le sel du métier de designer, qui est la création. Et il prend finalement la méthodologie, l'approche méthodique,
parce qu'elle peut résonner dans d'autres milieux. Donc moi, je défends davantage la complémentarité entre ces deux approches. C'est-à-dire que le design thinking peut permettre de se faire une culture du processus de design, mais pas dans l'esprit de se passer des compétences du designer, mais plutôt de mieux collaborer ensemble. Et justement, pour rendre ça un peu plus concret pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus le fameux projet que tu as mené donc, au sein du GHU de Paris, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, nous sommes arrivés avec ma collègue Karine Delanoë-Vieux, qui est, elle, directrice de projet culturel en 2016, dans un contexte de préfusion de l'hôpital Sainte-Anne, des hôpitaux de Maison-Blanche et Père-et-Vaucluse, qui allait fonder le groupe hospitalo-universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Donc, dans ce contexte, on a eu une relative carte blanche pour travailler vraiment sur le maillage culturel, le lien culturel entre ces trois établissements qui fusionnaient en un. Donc, on a été assez tôt mandaté par la direction générale, qui est l'échelon dont nous dépendions, pour accompagner des chantiers emblématiques de cette fusion. Donc, sur le plan bâtimentaire, il y a pu avoir des projets tels que la construction d'un nouveau bâtiment de neurosciences sur le site de Sainte-Anne. Et notre travail, ça a été d'intégrer la composante de l'hospitalité et la prise en compte du parcours des patients dans le cahier des charges de construction du nouveau bâtiment, et non pas en annexe en page 138. Donc, ça a vraiment fait partie du cœur de ce document. Des chantiers aussi d'ordre aussi organisationnel en psychiatrie. Comment aider 3 centres médico-psychologiques et une polyclinique à fusionner en un seul bâtiment d'un grand arrondissement parisien sans que les patients ne se perdent, comprennent que le service est le même, que les professionnels apprennent à travailler ensemble. Mais aussi l'aide à la fermeture d'un asile historique qui était celui de Père-et-Vaucluse dans le Val d'Oise. Que faire de 150 ans d'histoire hospitalière pour un hôpital qui avait été comme toujours un bassin d'emploi pour le territoire, qui avait aussi alimenté beaucoup des images des enfants sur l'hôpital psychiatrique du coin, et qui fait partie de l'histoire de la psychiatrie. Donc, il ne s'agit pas seulement de balayer cette histoire, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que valorisation historique et patrimoniale de cette histoire qui explique aussi ce que nous sommes aujourd'hui. Donc là, ça a plus été un travail de l'ordre vraiment du recueil historique, muséographique, pour permettre de comprendre d'où on venait, pour savoir où on va, comme toujours. Alors, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, on est dans un contexte un petit peu tendu en ce moment, avec les questions de budget, mais aussi le sous-effectif dans les établissements de santé, l'augmentation des besoins en santé de la population, etc. Et on se doute que, a priori, le design en santé n'est pas vraiment prioritaire sur les agendas des établissements. Si tu avais aujourd'hui face à toi un directeur d'hôpital, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour défendre justement le design en santé ? Alors, dans un premier temps, j'aurais envie de parler du sens au travail, qui est souvent invoqué par les professionnels avec lesquels on travaille. À travers la collaboration sur des projets très concrets, souvent pour leur service, les professionnels peuvent prendre un temps de recul, et notamment du recul réflexif sur leur pratique, se redemander aussi ce que soigner veut dire et ce que le soin de demain peut être. Donc, il y a vraiment une grande part de collaboration avec les professionnels qui se joue autour de la quête de sens et le fait de retrouver du pouvoir d'agir en travaillant ensemble à mettre en place un projet concret pour son service, qu'il s'agisse d'un nouvel outil thérapeutique, d'un nouvel espace, d'un nouveau service d'accueil des patients ou de leurs proches. Donc ça permet vraiment aux professionnels de mettre à profit leur expérience et leur vocation première aussi en tant que soignants et médecins, d'être au service du soin des personnes et dans une proximité relationnelle. Donc ce sont des projets vraiment qui permettent aux professionnels de se raccrocher au sens de leur travail et de voir émerger un projet concret qui existe et pour lequel ils ont œuvré. Donc ça, c'est un premier volet. Et un deuxième qui me tient particulièrement à cœur, et je sais que vous aussi, concerne le partenariat en santé. La pierre que le design peut ajouter à l'édifice des politiques de partenariat en santé, c'est celle vraiment de la mise en acte du vécu et de l'expérience relatée
par les patients. Comment on dépasse l'écoute, qui est une première étape, la considération de la valeur de cette expérience et qu'est-ce qu'on en fait pour l'intégrer au cahier des charges des futurs projets, des projets de demain. Donc comment, encore une fois, le design, qui est une profession spécialiste du projet, toujours passer de l'idée au projet, s'inspire, capitalise sur cette expérience et sur ce vécu pour transformer les services, les bâtiments, les organisations de soins de demain. Donc c'est vraiment cette pierre-là que le design peut ajouter, qui est du coup très concrète et qui est aussi assez méthodique et organique. C'est la fin de la première partie de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie. D'ici là, bonne journée à tous et prenez soin de vous.